Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. On aura deux invités, l'un en studio. Il s'agit de Bonaventure Camille à Domao. Avec lui, on va parler un peu de la filière avicole au Bénin. On va faire le point des 10 années de gouvernance de Talon et ses impacts sur le secteur. Ce sera notre invité en plateau dans à peu près une heure de temps. Notre invitée au téléphone, ce sera Jacqueline Sabidan. Elle est présidente de l'ADEC. L'ADEC, c'est l'association de développement des étudiants, notamment de la commune de Kouandé, avec elle on va parler de développement culturel, quelles pourraient être les opportunités présentées par cette commune. On va le projeter au téléphone tout à l'heure. Et puis, toujours développement, hein. Pendant nos débats, on va évoquer la question des réformes au niveau du foncier au Bénin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans. Notre débat va porter sur les améliorations apportées à un secteur qui paralysait un peu le développement à la fois économique et social du Bénin. Notre débat, ce sera autour de 8h30 minutes. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin, recel massif de téléphones à Porto Novo, inceste à Waké, violence à Dogbo, les signes d'une fracture sociale persistante, traque permanente de la police républicaine contre les dérives. François Godonou espère en gestion des connaissances une entreprise qui n'apprend pas reste fragile définitivement. Octroi des pièces d'identité, l'ONG Je suis citoyen béninois sort certains béninois de l'anonymat. Mondial féminin U20, Pologne 2026, le Bénin fixé sur ses adversaires. Et puis l'édito signé Anissé Carlos Souquet, l'inusable porte-parole de la rupture. Nous passons à le matin, projet Bénin est assis, le gouvernement a clôturé une réforme qui a transformé le secteur du transport urbain. Info matin, prestation de serment du 24 mai prochain, ce que les Béninois attendent de Romuald Wadae. Le journal L'Observateur, médecine vétérinaire en Afrique, le professeur François Adebayo Abiola retrace l'épopée de l'EISMV de Dakar. La nouvelle tribune, après les 10 ans de gouvernance Talon, quel visage pour le premier gouvernement de Romualdo Wadae. Et puis le télégramme, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, l'adieu de Patrice Talon à son gouvernement. Dynamisme, info, violence mineurs et femmes, la justice béninoise passe à l'offensive. Voici Visa Info, tournoi de football cohésion. L'arbitre international Louis Rouyan Dandé, célébré par ses frères d'armes. Le matin, déjà passé, l'informateur, premier gouvernement de Wadae, coulisses des tractations. Le matinal, PND 2026-2025 du Bénin, Talon transmet une trajectoire décennale déjà structurée. Le journal Les 4 Vérités, futur gouvernement, UPR et BR prépare la liste de 20 personnalités. Le journal L'événement du jour, investiture du prochain président, une cérémonie inoubliable qui se prépare. L'économiste, conjoncture des finances locales, dynamisme de l'investissement au Bénin, libération, talent à ses ministres, vous allez me manquer. Matin libre, fin du régime Talon, Wadae s'engage à aller plus loin. Fraternité pour la deuxième lecture, un seul massif de téléphone à Porto Novo, inceste à Waké, violence à Dogbos, les signaux d'une fracture sociale persistante, traque permanente de la police contre les dérives. Et puis, François Godonou espère en gestion des connaissances. Une entreprise qui n'apprend pas reste fragile indéfiniment. Octroi de pièces d'identité, l'ONG Je suis citoyen béninois sort certains béninois de l'anonymat. Mondial féminin U20, pour l'an 2026, le Bénin est fixé sur ses adversaires. Et puis l'édito signé Anissé Carlos Souquet, l'inusable porte-parole de la rupture. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je propose qu'on passe mettons au titre du bulletin de l'information ce matin, signature de convention entre le Bénin et le Togo sur le groupement local de coopération transfrontalière. À travers cet accord, les deux parties entendent consolider les échanges, promouvoir le développement des zones frontalières et renforcer l'intégration entre les communautés vivant de part et d'autre de la zone, déterminée ainsi plus haut. Et puis l'organisation non gouvernementale Je suis citoyen béninois dresse le bilan de ses actions à Soava. Les différents acteurs engagés dans la sensibilisation sur l'importance des pièces d'identité et dans la délivrance de ce précieux sésame ont fait le point et se sont projetés sur les prochaines étapes. Le bulletin vous dira un peu plus.
Voici justement le mini-journal. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Le Bénin et le Togo franchissent un nouveau cap, c'est dans le renforcement de leurs relations bilatérales. C'est exact Tanguy, les deux pays viennent de signer la convention du groupement local de coopération transfrontalière. C'était la semaine écoulée à la faveur d'une cérémonie officielle qui a réuni à Ouaké des autorités administratives, politiques, des acteurs du développement des deux États ainsi que des partenaires techniques et financiers. Jacques Débé et Socrate Adantoli. Signature officielle de la convention entre les maires de Ouaké et Copago côté béninois et leurs homologues de Bina 1 et Bina 2 côté togolais. Suivi de la cérémonie de port d'échappe aux 4 autorités communales. 2 actes symboliques fort simples, mais d'une grande portée dans la coopération transfrontalière entre le Bénin et le Togo. L'événement qui nous réunit ce jour constitue une étape historique et décisive dans le processus de construction d'un espace transfrontalier dynamique, solidaire et prospère entre les collectivités territoriales du Bénin et du Togo. Ce groupement, dénommé Wakobina, n'est pas une simple structure administrative, mais un cadre concret de concertation, de coordination et d'action commune pour relever ensemble les défis qui s'imposent des part et d'autre de la frontière. En institutionnalisant la coopération transfrontalière, nos États réaffirment leur engagement en faveur de la paix, du développement local, de la libre circulation, de la prévention des conflits et du renforcement des liens sociaux et économiques. En agissant ensemble, Bina 1, Bina 2, Ouaké et Copargo démontrent qu'une coopération fondée sur la confiance mutuelle et la solidarité peut produire des résultats tangibles au bénéfice direct de nos populations. Cette signature de convention est l'aboutissement d'un processus entamé depuis mai 2017 grâce à l'accompagnement de la GIZ et du programme frontière de l'Union africaine. L'Allemand réitérait son engagement à vos côtés pour faire des zones frontalières des espaces de liaison et de solidarité. Autre temps fort de la cérémonie, la visite de la bonne frontière. À l'est, c'est le Bénin et à l'ouest, c'est le Togo. La visite du site maraîcher de Ndiakada à Séméré et la pose de la première pierre pour la construction d'une école. Des actes symboliques qui contribuent à effacer la frontière par des initiatives partagées. Un ouvrage de référence vient d'enrichir la bibliothèque du tourisme béninois. Ce livre consacré à la réglementation en matière de tourisme au Bénin a été officiellement lancé le samedi dernier, offrant désormais à tout acteur du secteur une boussole pour naviguer dans un environnement professionnel en pleine mutation. Compte rendu. La réglementation en matière de tourisme au Bénin, c'est l'intitulé de l'ouvrage officiellement lancé ce samedi. Hervé Yansoumou, conseiller à la Cour d'appel de Parakou et membre du Conseil supérieur de la magistrature, en est l'auteur. Préfacé par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, ce livre guide chaque professionnel vers des projets innovants. Les livres transmettent des connaissances. Les grandes œuvres, elles, transforment les pratiques. Je nourris l'espoir que cet ouvrage appartienne à cette seconde catégorie. Je lui souhaite un large rayonnement et le succès qu'il mérite. Articulé en 7 chapitres, la réglementation en matière de tourisme au Bénin apporte des réponses claires aux multiples questions que se posent les acteurs du tourisme béninois. Cet ouvrage est en 7 chapitres. Et les 7 chapitres se donnent comme tâche essentiellement de nous présenter un peu l'univers du tourisme au Bénin du point de vue de la législation. Quels sont les tests qui existent, qui organisent le secteur du tourisme au Bénin? Une expérience personnelle vécue il y a quelques années par l'auteur est à l'origine de cet ouvrage. L'histoire de cet ouvrage remonte à 2018-2019, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec des étudiants
en filière de tourisme, hôtellerie et restauration dans une université privée de Porto Novo. J'étais alors dans mes fonctions de juge au tribunal de Porto Novo. Le lancement de l'ouvrage intervient dans un contexte marqué par les réformes structurelles opérées par le gouvernement dans le secteur touristique. Une célébration qui met également en lumière l'implication des femmes dans le secteur et rappelle les défis qui restent à relever. L'organisation non gouvernementale Je suis citoyen béninois s'est réunie pour dresser le bilan de ses actions. À Soava, le samedi dernier, les différents acteurs engagés dans la sensibilisation sur l'importance des pièces d'identité et dans la délivrance de ce précieux sésame ont fait le point et se sont projetés sur les prochaines étapes. L'événement a connu la présence des maires des 2 communes bénéficiaires du projet. Reportage. L'une des réformes majeures de la gouvernance du président Patrice Talon ayant un impact concret sur les populations est celle relative à la digitalisation de l'état civil. Grâce à cette initiative, des millions de Béninois ont désormais accès à des documents d'état civil, facilitant ainsi leur identification et leur inclusion dans la vie administrative et sociale. Aux côtés du gouvernement et en étroite collaboration avec les services de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ONG Je suis citoyen béninois vient de mener à bien une vaste opération de délivrance du certificat d'identification personnelle CIP. En fait, l'opération n'est pas du tout à but politique. Beaucoup pensent que c'est à but politique. C'est vrai que les élections, c'est une des raisons pour lesquelles un citoyen doit avoir une pièce d'identité. Il y a les programmes de microfinance, il y a les programmes d'assurance qui viennent bientôt. Donc nous souhaiterions que beaucoup de nos compatriotes bénéficient de ces projets-là. Pendant plusieurs mois, des actions de sensibilisation et d'accompagnement ont permis de faciliter l'accès aux pièces administratives à plus de 130 000 personnes dans les communes de Soava, Zé, Alada, Bopa, Hueyogbe, Tofo, Lokosa, Perere et Ndali. L'ONG Je suis citoyen béninois a très vite compris que pour les élections, il fallait disposer de la carte avant d'avoir accès aux urnes. L'initiative est partie de ces constats et par la suite, le volet social a conduit à ce que les femmes, surtout les ménagères, les agriculteurs, les pêcheurs, doivent disposer de la carte. Les populations bénéficiaires ainsi que les autorités saluent les efforts consentis pour rapprocher les services d'état civil des citoyens. L'opération CIP et C'est moi a donc permis non seulement de rapprocher l'administration des populations, mais aussi de rapprocher les citoyens des urnes, de la démocratie et de leurs devoirs civiques. Voilà pourquoi cette initiative mérite d'être saluée avec force. Fort de ces résultats, les différents acteurs entendent poursuivre et étendre ces actions, notamment en direction des couches les plus vulnérables, avec pour ambition de promouvoir une citoyenneté plus inclusive et accessible à tous. Renforcer les compétences des jeunes et répondre aux besoins croissants en énergie solaire, c'est l'objectif d'une session de renforcement de capacités pilotée par l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables avec le soutien de la Société béninoise de production d'électricité au profit de plusieurs jeunes techniciens. Une initiative qui mise sur la qualification professionnelle pour accompagner le développement des solutions énergétiques durables au Bénin. Teddy Goudal. Au centre de formation de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, 350 jeunes techniciens ont entamé une session de préparation à la certification CEDEAO niveau 1, une certification professionnelle dédiée à l'installation et à la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques domestiques hors réseau. Aujourd'hui, le Bénin, dans l'espace CEDEAO, grâce à ESME et ESME Academy, se trouve en première position des jeunes certifiés au niveau 1. Et à l'issue donc de ces 2 semaines de formation, les jeunes qui répondent, il faut le dire, aux critères pour se présenter à la certification niveau 1 de la CEDEAO vont être retenus
et passer la certification. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation de 750 infrastructures socio-communautaires. Grâce au soutien de la Société béninoise de production d'électricité, les participants alternent théorie et pratique afin de renforcer leurs compétences dans un secteur en pleine expansion. Nous avons besoin de jeunes compétents, capables d'apporter des solutions adaptées aux réalités de nos territoires. Des techniciens rigoureux, responsables et conscients des exigences liées au métier de l'énergie. À terme, ces jeunes techniciens seront organisés en pools départementaux et communaux de compétences techniques, pour la raison simple que nous puissions disposer d'un réseau de techniciens répartis sur toute l'étendue du territoire, capables de pouvoir intervenir rapidement et de manière efficace sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des conseils pratiques prodigués à Pour finir, cérémonie de reconnaissance à la Direction générale de la police républicaine. 13 officiers ont officiellement porté leur nouveau galon sous la supervision du directeur général de la police républicaine. Parmi eux, le porte-parole de l'institution. Une cérémonie sobre mais empreinte de solennité, c'était en fin de semaine écoulée. Ils sont 13 officiers supérieurs promus à divers grades pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année 2026. Parmi eux, un nouveau contrôleur général de police, 2 commissaires divisionnaires et 10 commissaires principaux. Au rang de ces derniers, une figure bien connue des médias, le porte-parole de l'institution, un jeune officier prometteur qui, une semaine plus tôt, recevait à l'ambassade de France une décoration légendaire, une distinction de prestige qui vient saluer son mérite et son professionnalisme hors pair. Et c'est à l'actif de toute la police républicaine. C'est à travers 2 mots que je vais vous demander de vous mettre au travail et résolument au travail. Esprit de sacrifice et l'intérêt général. Derrière ces nouvelles barrettes se cache une symbolique forte, celle de l'excellence. Si la police républicaine affiche aujourd'hui une efficacité redoutable sur le terrain, c'est avant tout grâce à la vision méthodique et aux décisions courageuses de ces hommes de commandement. Des leaders stratégiques qui insufflent au quotidien à l'ensemble des troupes la rigueur nécessaire pour accomplir leur mission sacrée, celle de sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Le fonctionnaire de police n'a pas un intérêt personnel à défendre. Il a été recruté pour travailler à la préservation de l'intérêt général. Et cette dynamique de performance porte une signature, celle du directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général Kokou Brice Aloanou, un technocrate pur-teint, un homme de terrain pétri d'expérience, qui conduit les réformes de l'institution avec une clarté remarquable. Sous sa gouvernance, l'avancement devient le juste reflet de l'engagement. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Florence, merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, de la journée, vous aurez des rendez-vous d'information, notamment à 16h et à 11h, ce sont les bulletins d'information. À 13h, 19h30 et 22h30, ce sont les grands rendez-vous, les grandes éditions pour permettre de faire le tour de l'actualité au plan national. Allez, voici mon tout premier invité au téléphone ce matin. Au téléphone, c'est une dame ce matin. Elle s'appelle Jacqueline Chabidin. Elle est présidente de l'association des élèves et étudiants de la commune de Kouandé. Jacqueline Chabidin, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin pour échanger avec nous sur la commune de Kouandé, votre commune d'origine. En quoi les organisations comme la vôtre, madame la présidente, sont-elles utiles et pertinentes en milieu étudiant aujourd'hui? Ah, vraiment, monsieur, merci beaucoup. Les organisations comme la nôtre jouent un rôle très important dans le milieu estudiantin.
parce qu'elle crée un cadre d'entraide, de solidarité et d'orientation pour les jeunes. Ça constitue un réseau, un réseau d'entraide, d'opportunités pour les étudiants. Ça permet de renforcer la solidarité et les liens fraternels qui existent entre les communes. C'est ça. Et depuis quand votre organisation existe-t-elle? Notre organisation existait depuis. Mais c'est en 2020 que les jeunes de Kouandé ont voulu mettre en valeur, c'est-à-dire ont voulu monter la visibilité de l'association. C'est ça. Et vous voulez mobiliser justement les étudiants autour des valeurs culturelles de la commune de Kouandé. C'est pour quel objectif? Notre objectif, c'est de d'abord préserver et valoriser notre identité culturelle. Parce que la culture, c'est une richesse. C'est ça. Ça nous détermine, ça montre d'où nous venons. En plus de ça, ça nous permet, même là où nous sommes, même à l'université de Calavi, nous identifier c'est le nord ici, c'est la commune de Kouandé. C'est un peu ça. C'est ça. Et est-ce qu'un vaste ensemble comme les DKP, ce ne serait pas plus intéressant et plus fédérateur, plus mobilisateur que de fixer justement la lumière sur votre commune uniquement? Oui, exactement. Les grands ensembles sont ont effectivement leurs avantages à eux. Mais cette fois-ci, nous avons œuvré, chaque commune va organiser une journée récréative parce que nous avons parfois des problèmes spécifiques. Donc c'est pourquoi cette année, on a voulu régler notre problème spécifique. C'est ça. Dans le contexte actuel de promotion touristique au Bénin, quelle pourrait être votre contribution justement au développement de Kouandé? Vraiment, la commune de Kouandé possède de plusieurs atouts touristiques. Nous avons les sites touristiques naturels, nos valeurs, nos danses, même nos mets traditionnels peuvent participer à la promotion touristique au Bénin, au niveau national, même à l'international. Ah oui. Et quand vous parlez de mets, vous pensez à quoi singulièrement? On sait généralement que quand on est au nord, soit c'est l'igname-pilé, soit c'est la pâte noire à base de coussettes d'igname. Oui, exactement, il y a tout ça. Mais hormis cela, nous avons notre toubani que nous prenons chaque matin, accompagné de la bouillie chaude. Il y a ça, par exemple, qui nous identifie, nous, les habitants de la commune de Kouandé. Votre rencontre de célébration donc, de la culture de Kouandé tient pour samedi prochain. Qu'est-ce que vous avez prévu de façon précise? Nous avons prévu plusieurs activités d'ordre éducatif, culturel et récréatif. C'est ça. La matinée, nous avons une conférence qui se tiendra à l'université d'Abomey-Calavi et une formation sur les compétences notre techniques comme la communication, le leadership. À part cela, après la formation, il y aura des attestations qui seront données et vers la soirée, nous allons se retrouver à la plage pour se distraire un peu. D'accord, on va festoyer, c'est bien cela. Un mot pour finir à l'endroit de vos militants, des membres de l'association. Je les dis en sincère merci. Merci beaucoup avec, malgré leurs différentes préoccupations, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Et je les demande humblement de continuer à nous soutenir parce qu'il s'agit ici de notre commune et c'est qu'ensemble nous pouvons relever tous les défis. La commune de Kouandé regorge de beaucoup de cadres. Est-ce que vous aviez pu justement, je dois dire, avoir leur attention à l'occasion de la promotion des valeurs culturelles de votre localité cette fois-ci? Je ne vous ai pas bien. J'ai dit que la commune de Kouandé regorge beaucoup de cadres. Oui. Est-ce qu'ils sont à vos côtés pour la promotion des valeurs culturelles de Kouandé? Oui, exactement. Ils sont là toujours. Ils sont là. Si nous avons un petit souci, on les appelle. Ils sont toujours là pour nous aider. Jacqueline Chabidan, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des élèves et étudiants de la commune de Kouandé. Kouandé
C'est de la commune de Latakora. Et justement, vous organisez samedi prochain les journées récréatives et culturelles pour révéler un peu, je dois dire, les valeurs de cette commune-là. Merci encore une fois d'avoir été en ligne et bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici l'espoir ce matin. Candide, bonjour. On va ouvrir le tour d'horizon sportif de cette semaine par les performances du week-end. Et le Bénin qui est encore sur le toit africain. Odile Rwamwanou, toujours elle, est de nouveau championne d'Afrique. 4e titre consécutif pour la championne d'Afrique, l'athlète internationale béninoise qui reste reine du continent au niveau des épreuves combinées après donc une longue période hors de la piste et surtout d'incertitude. Odile revient sur la scène sportive et marque à nouveau les esprits à Accra. Elle inscrit son nom et celui du Bénin dans les annales de l'athlétisme du continent, devenant la seule athlète béninoise à signer cette performance. En heptathlon, Odile a su garder un rythme combatif et tactique pour dominer l'épreuve au soir de la 4e journée des championnats d'Afrique d'athlétisme 2026, 2e au 100 mètres, tout comme au saut en hauteur, 3e au lancer de poids, 4e au 200 mètres, première place au saut en longueur, 2e au lancer de javelot et 5e au 800 mètres. Restée constante dans le top 5 de toutes les épreuves de l'heptathlon, elle s'impose avec un total de 5309 points et termine sur la toute première marche du podium. Un nouveau succès après ceux de 2018 en Mauritanie, 2022 à l'île Maurice, 2024 au Cameroun. Eh bien, Tanguy, un 4e sac continental qui lui permet d'étendre son hégémonie sur le toit de l'Afrique à 8 années de règne sans partage sur le continent, tout juste phénoménal. Vous vous souvenez certainement de cet élément qu'on a eu à réaliser sur l'athlète après sa période hors des caméras, et qui a même eu à faire des confidences à notre micro et caméra justement sur le fait qu'elle était prête à retourner en scène. Oui, on avait craint justement à l'occasion d'avoir perdu notre compatriote et peut-être même d'avoir perdu une championne d'Afrique, étant donné que les problèmes étaient vraiment profonds, en tout cas d'ordre personnel. On constate avec, je dois dire, la performance de ce week-end qu'elle est restée tout entière et intégrale et toujours disponible pour défendre les couleurs de son pays, toujours disponible pour révéler la fierté africaine. Je crois qu'on devrait remercier tous les dieux des sports de l'heptathlon pour avoir justement pu nous éviter le pire par rapport à cette grande sportive du Bénin. Il faut se réjouir et être très content de ce fait que désormais on a quand même retrouvé notre athlète totalement rétabli et donc disponible et capable justement d'aller au bout des pistes. De toutes les façons, un retour marquant pour Odile Rwamwanou sur la scène sportive et surtout africaine où elle signe un 4e sacre consécutif sur donc le toit de l'Afrique. Elle reste reine au niveau du continent, au niveau donc des épreuves combinées, l'épreuve donc de l'heptathlon, 7 épreuves au total et elle sort championne d'Afrique pour la 4e fois consécutive, une performance qu'aucune athlète auparavant en a réalisée. Et bien entendu, dans le rang de ces athlètes qui défendent les couleurs nationales au plus haut niveau international, il y a Noélie Arigo qui passe une nouvelle fois à côté d'une toute première médaille continentale. La spécialiste du 800 mètres devra encore patienter jusqu'à la prochaine édition des championnats d'Afrique pour se lancer à nouveau dans la quête d'une breloque au niveau continental. En finale du 800 mètres, Noélie Arigo n'a pu terminer sa course pour l'une des rares fois et elle s'est écroulée à 600 mètres de la ligne d'arrivée dans une course où elle était candidate pour une place sur le podium, se tenant donc le genou. La victoire est revenue à l'Éthiopienne Abitam Alemou et le rêve de décrocher une toute première médaille sur le continent va encore attendre pour la guéparde de la Pandjari. Le drapeau béninois a quand même flotté à nouveau après donc le sacre d'Odile Rwamwanou sur un podium, il faut le dire, au niveau de l'épreuve du triple saut. Yohan Awassou signe une performance remarquable de 16 mètres 60, décrochant la médaille de bronze pour le Bénin. Il s'agit de la 2e médaille béninoise décrochée à l'occasion de ce 24e championnat d'Afrique d'athlétisme déroulé
Accra au Ghana. On va passer maintenant à une autre discipline. On va fermer la page de la discipline reine et s'intéresser maintenant au sport de combat karaté. Précisément, le jeune karatéka béninois Issa Nadianon a remporté ce week-end la médaille d'or de la Youth League Karaté aux Philippines. La série de la bonne performance se poursuit pour le jeune prodige béninois. De toutes les façons, il était très attendu à Manille ce week-end pour confirmer son statut de numéro 1 mondial de sa catégorie et il ne s'est pas du tout fait prier pour le démontrer. Il sort la tête haute de la poule 2 et rafle presque tout sur son passage en huitième de finale. Il décroche un succès 8-0 face à un adversaire australien, 3-1 en quart de finale face à un adversaire du pays hôte après un combat laborieux. Et dans le carré d'as, le jeune béninois a eu du fil à retordre face à un adversaire de la Russie, mais s'impose au bout sur un score de 4-3 et valide sa place en finale. Dans le combat pour la médaille d'or, Issa Nadianon est resté résilient dans un combat intense, environ 10 minutes de duel très engagé. Le jeune karatéka béninois, comme vous le voyez à l'image, s'impose 6-4 à un adversaire de l'Arabie Saoudite après avoir longtemps été mené 4-3 au score. Un succès qui confirme à nouveau le statut de numéro 1 mondial du jeune béninois qui poursuit sa domination dans l'épreuve. Absolument. On va lui souhaiter en tout cas de continuer la belle aventure au profit donc du Bénin. On va changer de discipline, Candide. On va parler du sport roi. On va s'intéresser justement au football. Les Amazones Juniors sont désormais fixés sur leur sort pour ce qui est donc de leur participation mondiale de leur catégorie. C'est prévu pour septembre prochain en Pologne. Le tirage au sort a été effectué samedi en présence des représentants des différentes nations qualifiées pour ce rendez-vous mondial qui pointe à l'horizon et sous les yeux du sélectionnable de la Ouzérou. Et les Amazones du Bénin ont hérité du groupe A, celui du pays hôte, en compagnie notamment de leurs homologues du Mexique et de l'Argentine. Les Béninoises qui feront leur toute première apparition sur la scène mondiale au niveau donc du football mondial de féminine justement des moins de 20 ans vont affronter au premier tour deux nations expérimentées dont le Mexique. Il s'agit d'un adversaire qui n'a manqué une seule édition sur les il faut le dire sur les 11 éditions déjà organisées. C'était en 2004. L'équipe féminine junior du Mexique a été éliminée à l'étape des huitièmes de finale au cours de la dernière édition en 2024 en Colombie, mais a déjà disputé 4 quarts de finale respectivement en 2010, 2012, 2016 et 2022. En termes d'adversaires expérimentés, nous avons aussi l'Argentine qui fera sa 5e apparition à une phase finale de la compétition en Pologne à partir du 5 septembre prochain. Un adversaire, il faut le dire, qui a été éliminé au premier tour à 3 reprises, notamment en 2006, 2008 et 2012, avant de disputer les 8e de finale pour la toute première fois de son histoire en 2024. En Colombie. Et tout comme le Bénin, l'équipe de la Pologne, celle du pays hôte, fera sa toute première apparition en phase finale de la compétition au mois donc, de septembre prochain. Voilà donc les différents adversaires du Bénin Tanguy en groupe A pour un Bénin qui fera face à 2 adversaires expérimentés et un adversaire qui fera sa toute première apparition sur la scène, tout comme les Amazones. Je crois que le groupe est équilibré quand on voit un peu les parcours. En termes donc de participation justement à cette grande compétition. Maintenant, du point de vue je dois dire niveau de jeu, qualité et prestations, il faut aller interroger encore, je dois dire, les chiffres, mais je crois que les Béninoises ne devraient pas partir avec en tête d'être, mettons, des bêtes à sacrifice rituel. Surtout quand on regarde le parcours. Absolument, parce qu'on a été quand même très impressionnant pendant la campagne pour les éliminatoires. Et ma foi, on est à quelques différences près, je dois dire, le représentant le plus prometteur de l'Afrique. Et ça va certainement se noter sur, je dois dire, le terrain à l'occasion. On va souhaiter surtout bonne chance à nos ambassadrices et espérer justement qu'elles fassent, je dois dire, une bonne trajectoire. Pourquoi pas revenir ici avec la coupe. En tout ça cas, va être très intéressant. On va souhaiter bonne chance aux Amazones. Rendez-vous à partir du 5 septembre prochain pour le coup d'envoi de la compétition. Le Bénin qui fera sa toute première apparition face à l'équipe du Mexique, l'équipe la plus expérimentée du groupe
Parlant des autres groupes, pour faire complet sur ce tirage au sort, dans le groupe B, on aura le Brésil, la Tanzanie, deuxième représentant du continent africain sur les 4 qualifiés, le Canada et l'Angleterre. Dans le groupe C, nous avons la France, la République de Corée, l'Équateur et le Ghana, troisième représentant du continent. Et dans le groupe D, nous avons le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'équipe des États-Unis et celle de l'Italie. Dans le groupe E, on a la République de Corée, le Portugal, l'équipe de Costa Rica et celle de la Colombie. Puis le groupe F est composé de l'Espagne, du Nigeria, quatrième et dernier représentant du continent, de la Nouvelle-Calédonie et de la République populaire de Chine. Voilà donc les différents groupes, 6 groupes pour les 24 nations qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026 qui va se dérouler, il faut le dire, du 5 au 27 septembre prochain. Ça sera en Pologne-Tanguy. On va parler des plus jeunes et surtout des hommes. La deuxième journée de la phase de groupe 1 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a connu son épilogue et c'était hier dimanche. 4 matchs déroulés en clôture à cette deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Royaume chérifien. Dans le groupe A, l'équipe de l'Angola a été battue 3-0 par la Tanzanie. Pendant ce temps, l'équipe du Mozambique a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec le Mali. Dans le groupe B, le Ghana a été battu 1-0 par le Sénégal. Victoire 2-0 pour l'Algérie devant l'équipe de l'Afrique du Sud. Après donc cette deuxième journée de la phase de groupe, les différents pays seront au repos ce lundi avant donc d'enchaîner avec la troisième journée de la phase de groupe demain mardi pour la suite de la compétition. Allez, on va s'intéresser maintenant aux compétitions interclubs de la CAF. La manche allée de la finale de la Ligue africaine des champions a été disputée ce dimanche. À l'issue de celle-ci, l'équipe de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud prend une option sur le titre. Une victoire triquée d'1-0 pour les jaunes de l'Afrique du Sud à domicile devant les militaires de l'ASFA du Maroc avant donc le déplacement du week-end prochain pour le compte de la manche au retour où le vainqueur sera connu. Pendant ce temps, au niveau de la Coupe de la Confédération, le verdict est déjà tombé. Samedi, l'USM Alger est sorti vainqueur de la finale devant l'équipe du Zamalek d'Égypte à l'issue donc de la double confrontation qui est allée jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Le match retour s'est joué au stade international du Caire samedi et qui s'est soldé par un score d'1-0 pour les Égyptiens du Zamalek SC qui s'étaient, il faut le dire, déjà inclinés sur un score d'1-0 une semaine plus tôt lors de la manche allée au stade du 5 juillet. C'est donc à la séance des tirs au but que les deux équipes ont été départagées. L'USM Alger remporte le trophée après 8 tirs réussis contre 7 pour le Zamalek d'Égypte. Il s'agit donc du deuxième titre en Coupe de la Confédération pour l'équipe algérienne. Allez, Tanguy, si on s'intéressait à ce qui s'est déroulé au plan national. Tout à fait, on va s'intéresser justement à l'actualité footballistique au plan national, mais il me plaît bien de faire un petit commentaire au sujet justement de l'incident qui s'est produit en Afrique du Sud lors de cette finale, mettons, de la Champions League africaine entre Mamelodi Sundowns et les Marocains. J'espère que les Marocains seront contents si dans 3 mois on a fêté la victoire définitivement avec 3 points sur le tapis vert aux Sud-Africains. Bon, heureusement, cette fois-ci, on a quand même que, mettons, les Sud-Africains ont pu quand même remporter la manche aller, 1-0. On va observer de près, je dois dire, le retour pour voir ce que ça va donner. Ça va être électrique. Et après le retour, on va espérer s'il y aura une prolongation de 2-3 mois par la suite. Aïe, le football africain. Justement, parlons de celui béninois, avec notamment ce qui s'est passé à la 29e journée. Nous parlons là de Ligue 1, qui a connu d'ailleurs son épilogue, c'était hier. 9 matchs déroulés dans le cadre de cette 29e journée de la Ligue 1 béninoise. En 4 ont bouclé, il faut le dire, la manche hier dimanche pour le compte de cette journée. Score nul les Vierges entre Ayema et les Buffs du Borgou. L'US Cavalier, après un match assez prolifique de 7 buts inscrits au total, s'est imposé par 4-3 devant l'équipe de Damissa de Ndali. Score nul les Vierges entre Audio FC de Comé et Aspark de Tofor. 1-1 entre Asvo et l'équipe des Dragons de Lomé. L'Autopopo renoue enfin
avec la victoire 2-0 devant l'équipe de l'AS Cotonou. Sobemap a partagé le point à Oudon Skonnu les Vierges avec Dynamo Dabomey. Dadia a été battu 2-1 par Bani Gansé. 1-0 pour la victoire d'Espoir FC de Savalou devant la jeunesse sportive de Paubert. Et puis l'USS Craqué s'offre une victoire lors de son déplacement. Il faut le dire, sur le terrain de Coton SC, 2-1. Le classement, il a un peu remanié. Coton qui descend à la 2e place au classement après donc sa défaite du week-end devant l'équipe de l'USS Craqué. Coton qui descend à la 2e place au classement. Si vous regardez un peu sur le classement, 55 points et un goal différentiel de plus 18 pour Coton contre 55 points, un goal différentiel de plus 11 pour l'AS Sobemap qui est pourtant à la première place au classement. Ce qui explique justement que là, c'est l'aspect de l'équipe qui a remporté le match en confrontation directe qui entre en jeu. Et là, Sobemap qui monte à la première place au classement avec 55 points et un goal différentiel de plus 11 contre 55 points, un goal différentiel de plus 18 pour l'équipe de Coton FC qui descend à la 2e place au classement. Et l'Aspark qui monte à la 3e place avec 50 points au compteur et un goal différentiel de plus 19. Le classement est surtout un marquage à la culotte en tête du classement au niveau de la Ligue 1 béninoise après donc la 29e journée de compétition. Au bas du classement, la jeunesse sportive de Paubert 16e avec 27 points au compteur, un goal différentiel de moins 8. L'US Cavalier avant dernier au classement avec un total de 26 points au compteur, un goal différentiel de moins 11. Et puis Dadier qui reste scotché à la dernière place au classement avec 14 points au compteur, un goal différentiel de moins 40. Au niveau de l'antichambre, pour parler de la Ligue 2 béninoise, on en était à la 28e journée de compétition ce week-end pour un total de 9 rencontres disputées, toutes déroulées ce week-end. 2-0 pour la victoire de Pontet devant l'équipe d'Arwan Communisport. Énergie s'est offert une précieuse victoire, 1-0 devant l'équipe d'Aziza FC, 2-1 pour la victoire de Jeffa devant l'équipe des Requins de l'Atlantique, 1-1 entre Sitatonga et l'équipe de Réa Sport de Paracous. Connu les Vierges entre Beke et l'AS Takuna. Pendant ce temps, l'équipe d'Abeille s'est imposée par 2-0 à Boa, 1-0 pour la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou devant Dynamo de Paracourt. Et puis victoire 2-1 pour l'équipe de l'AS Police devant l'AS Elisport. Dynamique FC et Adidia ont partagé les points au bout d'un score nul et vierge. Le classement, il est dominé par Diefa qui reste leader au classement avec un total de 51 points au compteur, un goal différentiel de plus 17. Deuxième place pour Pontet avec 50 points au compteur et puis l'AS Police qui monte à la 3e place avec 47 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Au bas du classement, Requin revient à la lisière de la zone de relégation avec 24 points au compteur, un goal différentiel de moins 15. Dynamo de Parcours avant-dernier au classement avec 20 points au compteur et puis Dynamique FC de Djougou garde la dernière place au classement avec 14 points au compteur, Tanguy et un goal différentiel de moins 28. On va parler de dames. Ouais. Chez les femmes, la dernière journée de la D1 féminine a livré son verdict. Dans la poule, on en était à la 18e et dernière journée de compétition ce week-end. 5 matchs déroulés au total dans le cadre de cette dernière journée de compétition pour un total de 3 victoires sur les 5 matchs déroulés. Ainovia aussi s'est imposé par 2-1 à l'équipe de Cefos. Même score pour la victoire de Sam Nelly, équipe championne en titre du Bénin devant l'équipe d'Espoir FC de Cotonou. Cotonou s'est imposé par 3-2 à l'équipe de Dynamique FC après avoir été mené 2-0 à la pause. Score nul et vierge entre Nadia FC et l'équipe de Tombo FC d'Adjara et même un scénario entre Asaba Football Academy et l'équipe de l'ES UMSA. Dans la poule B, on en était à la 14e et dernière journée de compétition ce week-end pour 4 matchs disputés au total. L'élite AC de Parakou était en balade de santé 6-0 à domicile devant l'équipe de l'ES Lyon de Banter, 1-1 entre Vigueur FC de Lokosa et l'équipe de l'ES GFA de Cover S Gamia. Lors de son déplacement sur le terrain du premier S Passon s'est imposé par 4-1 et 1-0 pour la victoire de l'Opa Omnisport d'Abomey devant Fal FC de Boycon. Après donc cette dernière journée de compétition au niveau de la première division de football féminin, les 4 équipes qui vont disputer les playoffs pour le titre de cette saison sont connues. Dans la poule A, Dynamique FC d'Abomey Calavi leader, suivi de son dauphin S Cotonou. L'équipe promue de la saison écoulée sont qualifiés au niveau de la zone A. Pendant ce temps, au niveau de la poule B, on a Elite AC de Paracourt et l'équipe de l'ES GFA
de Covey. Chacune de ces 4 équipes qualifiées vont jouer les matchs sur terrain neutre contre les 3 autres sur terrain neutre également. Le tirage au sort pour définir les positions se fera ce lundi à partir de 12h au siège de la Ligue de football du Bénin. Amenotan, Cefos d'Akopa et S Cotonou, et AS Lyon de Maté sont par ailleurs relégués en 2e division pour avoir terminé dernière de leur zone respectives. Allez, ce sera tout pour les sports ce matin. On aura assez parlé de l'actualité sportive ce matin, Tanguy. Et n'oubliez pas, à partir de 21h, le rendez-vous du grand format avec Narcisse Alosso aux commandes. On va revenir sur la qualification historique et surtout héroïque des Amazones U20 du Bénin pour le mondial féminin de Paulin 2026 qui pointe à l'horizon. On aura sur le plateau de Canal Sport ce soir Claude Paki. Il est le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Avec lui, on va évoquer le parcours de ces Amazones de 2021 à 2026. C'est revenu un peu sur le tirage au sort effectué le week-end écoulé où les Amazones héritent du groupe en compagnie de leurs homologues du pays hôte et bien de 2 autres pays assez expérimentés de la compétition. L'athlétisme, vous vous en doutez certainement, sera également au menu ce soir avec ses performances enregistrées le week-end écoulé au Dilan, 4e titre consécutif au niveau donc du continent. Au niveau des épreuves combinées, la spécialiste de l'heptathlon qui a décroché son 4e titre continental, on fera le point et aussi le point de toutes les performances enregistrées par la délégation béninoise à Accra à l'occasion de ces 24e championnats d'Afrique d'athlétisme déroulé dans la capitale ghanéenne. Marcel Dandinou, le portier numéro 1 béninois, sera en direct depuis l'Afrique du Sud sur Canal Sport ce soir. Il va évoquer avec nous sa montée en première division sud-africaine après avoir décroché le titre de la Motsepe Foundation Championship, il faut le dire, avec l'équipe de Kruger United après son passage du JDR Star pour Kruger United. Cette fois-ci, il monte en élite du championnat sud-africain. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 21h pour suivre justement son parcours et surtout sa montée dans l'élite. Ah oui, justement, on va dire félicitations à Marcel Dandinou et au-delà de Marcel, félicitations à tous ces Béninois qui, ma foi, ont soit, je dois dire, décroché le sacre au niveau donc de leur championnat respectif. Je pensais par exemple à notre compatriote qui évolue du côté de la Côte d'Ivoire, qui a Omari Kamoussou, qui a décroché avec l'ASEC Mimosa. Je veux parler à notre compatriote qui évolue au Nigeria aussi. Il y en a tellement, de plus en plus, en tout cas, qui s'affirment. Et même les Amazones aussi. Yola Niami qui a décroché le titre de championne du Maroc avec l'équipe de l'AS. En tout cas, ils sont nombreux, aussi. Le Bénin sportif qui se révèle de toutes les façons. Oui. Merci beaucoup à vous, Candide. Très bonne journée. Merci, à demain. Et rendez-vous à 21h avec les téléspectateurs. À demain. Mesdames et messieurs, voici mon invité. Il s'appelle Bonaventure Camille Azomaoui, il est consultant de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Vous comprenez, on va parler aviculture donc ce matin sur ce plateau. Monsieur Azomaoui, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons donc examiner la santé du secteur après 10 ans de gestion de Patrice Talon. Nous allons surtout projeter, je dois dire, les prochaines activités au niveau donc de l'interprofession avec ce salon qui s'annonce prestigieux. Déjà, c'est une période de transition, faut-il dire, parce qu'à partir du dimanche prochain, on aura un autre président qui va prendre le relais à Patrice Talon. Nous sommes donc en transition politique. 2 points. En 2 points, que peut-on retenir des impacts de la gouvernance Talon qui s'achève là sur le secteur avicole au Bénin? Merci, monsieur Tanguy. Merci pour l'invitation que vous nous avez faite. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe de Canal 3. Merci aussi à vous. Je voudrais saluer, permettez-moi, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et saluer tout particulièrement les acteurs du secteur avicole. On ne saurait faire un point exhaustif en quelques minutes ce matin des impacts de l'action gouvernementale, précisément de l'action gouvernementale Talon, sur les 10 ans qui vient d'être ou qui sont en train d'échoir sur la filière avicole du Bénin. Mais nous pouvons retenir quelques points clés. Premier élément, dans le programme d'action du gouvernement
numéro 1 qui avait été lancé. Déjà, l'aviculture a été ciblée parmi les filières prioritaires du secteur agricole. Ce n'était pas gagné d'avance, donc c'était le premier point déjà. Deuxième point, des plans ont été concoctés, particulièrement pour le secteur avicole, ponctués d'une rencontre, je ne l'oublie jamais, d'une rencontre avec la première autorité, c'est-à-dire le président de la République, M. Patrice Talon, le 13 avril 2017. Déjà. Oui. À l'occasion, il y a eu de grands axes qui ont été retenus et qui ont été déclinés en la faveur des plans dont je parle. Et parmi ces plans, il y a tout de suite, dès 2018-2019, le plan national de développement de la filière œufs de table. Je dois préciser là, parce que quand on parle d'aviculture, ce n'est pas que les œufs. Mais il y a deux composantes, deux grandes composantes, pour ne pas dire deux grandes chaînes de valeur, à savoir les œufs de table ou œufs de consommation et les viandes de volaille. Oui, poulet de chair, etc. Les dérivés. Voilà. Donc, le bout par lequel les actions ont commencé a été l'œuf de table. Donc, les acteurs ont bénéficié d'un plan de développement et tenez-vous tranquille, non seulement le plan mis en œuvre, mais au cœur de ce plan, il y a eu un coup de pouce aux acteurs, à savoir une subvention qui s'est étendue à 4-5 années et qui a été renouvelée, notamment pour le secteur œufs. Ça a porté sur les poussins d'un jour, parce que c'est la semence pour la production en aviculture, et c'est un gros casse-tête. Ensuite, même ceux qui, les couvoirs locaux qui produisent les poussins d'un jour ont été renforcés, c'était très important. Et cerise sur le gâteau, il y a eu un appui, une subvention aussi sur l'aliment à un moment donné. Toutes choses qui ont permis de passer d'une étape à une autre et de quantité à autre quantité supérieure. Je vais donner quelques éléments de précision. En ce qui concerne le nombre d'acteurs, puisque l'activité est devenue un peu plus attrayante, il y a eu un accroissement du nombre d'aviculteurs. On est passé rapidement de 800 aviculteurs professionnels, bien sûr, à 1200 aviculteurs déjà en 2023-2024. Donc, c'est un bond quand même. Et ensuite, par rapport aux œufs, les œufs, au moment où on faisait le plaidoyer au début de la gouvernance du président Patrice Talon, on était autour de 13 000 tonnes l'an. De production locale. De production locale, bien sûr. Mais déjà en décembre 2024, on est passé à un peu moins de 25 000 tonnes. Est-ce que cela C'est quand même une augmentation. Oui, est-ce que ça répond véritablement aux besoins, je dois dire, de consommation des Béninois? On sait que ça a été une grosse bataille, bien avant même, je dois dire, l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, où ça a été un gros déchirement par rapport aux producteurs locaux qui avaient des difficultés face à l'invasion de griffes, je dois dire, de ce qui est produit ailleurs. Comment est-ce que ça a pu se faire, le rééquilibrage entre ce que vous produisez et ce qu'on importe? Bon, il faut signaler tout de suite que par rapport aux œufs, les importations ne sont pas si massives. Elles sont devenues massives précisément en 2014, où quelques opérateurs, en dehors des viandes de volaille congelées, ont décidé d'importer des œufs réfrigérés par bateau. Alors, merci à vous de la communication. Vous et les acteurs, même une bonne partie de la population, ont dit trop, c'est trop, on ne peut pas encore aller à consommer des œufs réfrigérés importés par bateau. Alors, et donc, on a essayé de travailler. Et c'est sur cela que le gouvernement actuel a rebondi pour concocter un plan pour dire il n'en demeure pas moins que la quantité produite est loin, mais très loin de satisfaire les besoins de la population. C'est ça qui a induit la mise en œuvre du plan. Et donc, si en moins de 10 ans,
parce que j'ai dit 2024, oui, on a pu connaître un accroissement de plus de 10 000 tonnes, c'est quand même énorme. Mais le défi reste entier parce que ça ne suffit toujours pas. Alors, j'allais poser la question, rassurez-moi, de la qualité de ce que nous mangeons dans nos plats, surtout parce que généralement, l'impression qu'on a souvent, c'est que ce que nous produisons nous-mêmes, en tout cas, n'est pas entouré des soins nécessaires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les acteurs qui se sont invités dans le secteur en 2014 ont pu quand même justifier leur arrivée dans le secteur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ah oui? Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Au fait, pour ceux qui ont intérêt à rester dans l'importation, parce que c'est un bout un peu plus facile, osons le dire, oui, par rapport à la production, ne veulent pas que cela cesse tout de suite. Okay. Et donc, il faut faire valoir des arguments. Et au nombre de ces arguments, bien sûr, c'est ce que vous venez de dire. Mais, vous savez, déjà les acteurs, depuis leur structuration en 2008, 2010, 2011, où l'interprofession est née, ont injecté d'eux-mêmes beaucoup de ressources dans le renforcement du capital humain. C'est très important. Et je puis vous dire, que ce soit pour la volaille, viande, poulet de chair, oui, que pour les pondeuses, on a quand même un nombre non négligeable d'acteurs très professionnels qui font dans la qualité. Quelques brebis galeuses ne manquent pas. Ouais. Mais ce n'est pas au nom de cela qu'on va dire qu'il faut continuer de faire ce qui se faisait jusqu'aux œufs. Oui. Et d'ailleurs, j'en aurais terminé là-dessus avant que vous ne passiez à la prochaine question, oui, que de dire ce capital humain est si important qu'en dehors des partenariats ordinaires, le gouvernement même a injecté durant les 10 ans qui viennent de s'achever beaucoup de ressources dans le renforcement des capacités et des acteurs du secteur. Et donc, quand on met tout cela ensemble, la qualité n'est plus véritablement un problème. Mais ce n'est jamais gagné totalement. Il faut continuer d'y travailler, renforcer le capital humain, les ressources humaines, et puis on ira de l'avant. Mais aussi l'infrastructure. C'est important aussi parce qu'on ne va pas continuer à faire pondre les poulets à la main. Bon, on ne fait pas pondre aussi les poules à la machine, même si la machine intervient. Oui. Bon, effectivement, il faut passer d'une étape à une autre étape. Et je disais tout à l'heure, oui, mais ce n'est pas encore significatif. Il faut aujourd'hui, si on veut être compétitif, renforcer le professionnalisme au niveau des acteurs. Et fort heureusement, eux-mêmes en ont conscience et ne cessent d'appeler à la rescousse des partenaires comme des Marocains, comme des Allemands, comme des Français, etc., etc. Il n'y a pas cette année où il n'y a pas d'activité de renforcement de capacité, soit sur place, soit à l'étranger. Maintenant, le problème qui fait que le nombre d'aviculteurs ou d'acteurs qui se professionnalisent ou modernisent mais sérieusement l'activité, oui, ce qui fait que ce nombre va un peu lentement en augmentation, c'est un secteur qui nécessite d'énormes investissements. J'avais dit une fois ici sur vos plateaux ici que pour faire 1000 pondeuses de bout en bout, il faut injecter la bagatelle de 15 millions de nos francs CFA. Pour des gens qui doivent alors atteindre le seuil de rentabilité qui au minimum tourne autour de 5000 têtes aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est. Ensuite, parler de ceux qui vont faire au moins 20 000 et aller en industrie. C'est un secteur d'activité où on parle de dizaines, centaines de millions, bien souvent, et parfois de milliards. Avec ceux qui sont avec de gros risques, très gros risques. Vous imaginez, dès qu'on parle de grippe aviaire dans un pays, mais c'est un massacre. Les acteurs en souffrent immédiatement parce que bon, tout le monde se méfie de manger de la viande de volaille, tout le monde se méfie de manger des œufs, et c'est un problème. Donc, il y a une nécessité de renforcer aussi la capacité des acteurs à lever les fonds. Pas de petits sous, des fonds adaptés à des taux pas moins chers, mais à des taux raisonnables. Quand on offre des crédits à des taux de chiffres, on ne peut pas être compétitif, on ne peut pas être rentable. Ça va être certainement le gros défi du prochain gouvernement, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a l'autre volet, au-delà des œufs, il y a la production de la chair. Alors, qu'est-ce que ça donne? Exactement. Le gouvernement n'a pas fait assez sur ce volet-là. Ce qui a fait
que l'interdiction de l'importation annoncée à grande pompe, j'imagine que a été reportée. Une grande déception, j'imagine. Oui, c'était et c'est une grande déception, mais les acteurs essayent toujours de comprendre le gouvernement et de voir ce qui est reproché pour essayer de donner la dynamique qui rassure non seulement nos populations, qu'on sait et on peut donner à manger, à produire de la chair, de la bonne chair et des œufs davantage en quantité suffisante, et rassurer surtout ceux qui ont la charge du développement et de mise en œuvre des différentes politiques de développement. Et donc, là, il faut saluer le gouvernement qui est bien conscient donc, de cela, et donc c'est l'héritage premier du gouvernement qui va s'installer à partir du 24 mai prochain, si je ne me trompe, voilà, c'est que le gouvernement, en décembre dernier, a été obligé de mettre en place une structure qui s'appelle SODEFA, Société des fermes avicoles du Bénin. Et son directeur général est entré en fonction en février dernier seulement. Donc, il est tout au début. Et ce qui est déjà heureux, il s'est attelé à rencontrer une fois, 2 fois au moins les acteurs à travers l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Il a commencé certains contacts et dans certaines activités, il est impliqué pour avoir suffisamment d'informations afin de savoir poser la boussole pour orienter. Et là, ce qui est en ligne de mire par rapport à cette société, c'est la production des poulets de chair, la production de la viande maintenant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui fait l'objet depuis plusieurs décennies de grosses importations de viande de volaille congelée. Le grand intérêt du consommateur béninois. Or, le défi qui se posait aux acteurs pour permettre que les bonnes décisions soient prises afin d'aller à la réduction progressive, c'est qu'il y a disponibilité de la semence de qualité, en quantité et à coût raisonnable. Je vous donne un exemple. Quand nous disons semence, c'est le poussin d'un jour. Jusque-là, on n'a pas d'accouveur qui est mis en place, les parentaux qui permettent d'avoir les œufs à couver pour aller en machine et sortir les poussins d'un jour. C'est un problème. Et le gros des poussins d'un jour, notamment chair ou œufs à couver, c'est importé. Or, quand c'est importé, au bas mot, le prix tourne entre 700 francs et 800 francs le poussin. Or, ici, on n'a pas le temps d'amortir le coût. Le coût du poussin rentre dans la structure des prix, dans la structure des coûts de la viande, contrairement à l'œuf. Et donc, si on ne travaille pas à faire baisser sensiblement ce coût, ça reste un gros problème. Les pays comme Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, qui sont autosuffisants en poussins d'un jour, qui produisent leurs poussins, quand le prix est très élevé, c'est 500 francs. Sinon, on travaille à rester à 400, 425, 450. Vous voyez la différence d'avec 700, 800. C'est pratiquement le double. C'est pratiquement le double. On ne peut pas faire quelque chose de compétitif comme ça. Pourtant, des acteurs ont éjecté des centaines de millions ces 2-3 dernières années et sont en train progressivement de densifier leur production, d'attendre un signal du gouvernement pour aller de l'avant. C'est pourquoi le gouvernement ayant compris cela, d'après ce que le DG, le directeur général de la SODEFA et son équipe nous ont expliqué, c'est que c'est l'un des points d'orgue. Et il faut mettre en place des parentaux chers, dans les conditions qu'il faut, modernes qu'il faut, produire des poussins qu'on rend disponibles aux aviculteurs en quantité suffisante, en qualité à tout moment et à des prix raisonnables, du moins dans les sillages, dans les fourchettes que je viens de donner. Si ce premier défi-là, je vous assure, M. Tanguy, est relevé là, non, c'est parti en 1 an ou 2 ans. On aura le kilo de poulet à 1200, 1500. Non. Parce que c'est aussi ça qui repousse justement les consommateurs. On a l'impression que mieux c'est importé et moins ça vaut. Je vous vends un facile cela, un accès. Je vous vends un secret et je suis sûr que vous n'avez pas cette information-là. Moi, consultant que je suis, chaque semaine, je suis l'actualité autour de ce qui est disponible en termes de viande et de prix. Vous même ce qui est importé là, vous n'en trouverez plus
à moins de 2000 francs aujourd'hui. Il y a un candidat à la présidentielle qui a promis que cela reste autour de 1500. Il ne délirait pas. Vous savez, non, je ne vais pas oser dire qu'il délirait. Oui. Vous savez, parfois, dans certaines situations euphoriques et devant des masses, devant des publics, on fait des déclarations. Parlons. Exact. Moi, je suis prêt à faire face à n'importe qui dirait le contraire de ce que je suis en train de dire. J'en finirai sur les lerons. Jamais avoir. Ce n'est plus possible maintenant. Oui. Même quand on ira en industrie, avoir à 1500. Écoutez, je vous aide, même si c'est à 400 ou 500 le poussin, et il faut nourrir pendant 35 à 40 jours, même en industrie, dans tous les pays qui en produisent, nous savons à quel niveau de prix on est. Mais on peut faire baisser substantiellement. Suffisamment ce qu'on a là. Suffisamment. Et nous avons la chance. Parce que là, on est dans la fourchette de quoi? 3500? Non. 4000? Non, aujourd'hui, ça dépend de la partie du poulet. Oui. On a travaillé en sorte que tout Béninois, notamment moyen, trouve de la viande quand il veut, viande de poulet à manger, moins cher par rapport à la viande de mouton et à la viande de bœuf. Ça va vous surprendre. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez par exemple ce qu'on appelle haut de cuisse. Au consommateur, c'est entre 2400 et 2500. Ah, c'est un travail. Vous avez des poulets format un peu moins de 1 kg, 900 grammes par là, qui aujourd'hui tournent autour de 2800, maximum 3000. Et vous avez des 1 kg 2 qui sont à 3000. 1 kg 2 là, une famille de 5 personnes mange à satiété. Donc, c'est-à-dire, bon, j'avais dit que je devrais vous vendre un secret. Les lerons de dinde que les Béninois, dont les Béninois raffolent pour autant. Non, les croupillons, Dieu merci. L'État béninois a pris des mesures comme ça parce que c'est une question de santé publique. Mais les ailerons de dinde là, aujourd'hui là, c'est minimum 3000. D'ailleurs, les consommateurs qui en prennent dans leur plat, au bord de la voie, braisés ou sous toutes les formes, et ils en font les frais. Ils savent, quand tu dois en avoir la petite coupe là aujourd'hui, c'est pas moins de 1500, 2000. Les gros défis. Voilà. On avait commencé à en parler, l'industrialisation. Exactement. Vous aviez évoqué tout à l'heure aussi l'appui financier, parce que justement les acteurs du secteur ont besoin d'être appuyés, d'être accompagnés. Exactement, ils ont besoin d'être accompagnés et nous disons déjà merci au gouvernement pour l'effort, pour cette société qui est mise en place et dont l'équipe dirigeante a martelé. Nous allons partir de l'existant. On ne vient pas faire la concurrence aux acteurs. Nous allons aider les acteurs à s'élever. Et nous allons grandir ensemble. C'est la philosophie. En tout cas, c'est du moins ce qui nous a été dit. Et si cela se met dans la réalité, avec l'amélioration des conditions d'accès au financement dont j'ai parlé en temps, ça devrait pouvoir marcher. Alors, nous apprenons que vous allez organiser bientôt un salon avicole. De quoi ça retourne? Ah oui. D'abord, en règle générale, un salon, qu'il soit salon expo ou salon tout court, c'est pour montrer d'abord qu'il y a du potentiel, c'est pour montrer les innovations, c'est pour renforcer et accroître les relations d'affaires, donc beaucoup de B2B, c'est pour mettre les projecteurs sur ce qui se fait dans le pays et pourquoi pas dans les nations qui sont habituées à produire comme cela se doit parce qu'il ne faut pas réinventer la roue. Et tout ça rassure les consommateurs qu'il y a tout un arsenal pour offrir de la nourriture à eux et à toute la population. Et donc, en règle générale, c'est ce qui se passe. Alors, c'est la première, vous savez, entre-temps, vous avez été avec nous en 2018 et en 2019, et pourquoi pas en 2022, où on a fait des journées. Tout à fait. Maintenant, on est passé au salon parce que c'est... Ça a beaucoup régalé au stade. Au stade de Mathieu Kérékou, général Mathieu Kérékou. Et donc, maintenant, on est passé un peu devant pour parler de salon parce que, le potentiel s'est accru et vous le découvrirez. Je suis sûr que vous serez avec nous. Vous allez vous demander si effectivement il y a tout ça dans ce pays pour produire de la bonne chair et des bons œufs. Il y a des innovations que vous allez voir davantage par rapport à ce que vous avez vu 2018-2019. Il y a que ce n'est plus des potentialités maintenant, mais des acteurs. On risque gros. Risque gros parce que sur fonds propres, et pour certains qui ont pris des crédits au taux dont je vous parle, c'est un gros risque et qui ont injecté dans le secteur.
et qui ont mis en place, mais véritablement, des outils modernes, très modernes, de production. Et on a intérêt à ce que les petits et moyens éleveurs empruntent le même chemin. Et pour cela, c'est l'occasion de faire venir d'ailleurs ceux qui savent faire ce job-là correctement avec les moyens les plus modernes. Justement, les équipementiers, oui. Et ceux qui font les matériels, ceux qui font les intrants. Il y a certains intrants dont le Bénin lui-même ne dispose pas, c'est souvent comme ça, notamment les prémices, les aliments minéraux, vitaminés et autres. Mais le gros des intrants, ça je vous le souffle, à plus de 90%, le Bénin en dispose. C'est le maïs, notamment jaune, c'est le soja, tourteau de soja, tourteau de coton, etc. Donc, c'est l'occasion pour tous les acteurs qui animent cette filière, y compris des artisans, y compris ceux qui font la trituration des tourteaux, ceux qui font les matières premières pour fabriquer la bouffe des bêtes, la bouffe de ces oiseaux-là, oui. Se donnent rendez-vous là. Et vous aurez, je ne vends pas un secret, vous aurez du chinois, vous aurez européens, vous aurez d'autres pays d'Afrique, etc., qui seront dans ce rendez-vous. C'est des pays qui savent avec faire le Grand Maroc déjà. Qui a, comme vous savez, qui a un gros partenariat avec nous. Oui. Il est d'ailleurs invité d'honneur dans ce salon et c'est une armada d'acteurs qui vont débarquer de là-bas ici à Cotonou, par la grâce de Dieu, au Palais du Congrès. Je disais donc que c'est des acteurs qui sont confirmés dans le secteur. Hein? Qu'est-ce que vous voulez leur vendre? Les Marocains, ils sont champions de la matière en Afrique. Les Ivoiriens, ils sont autosuffisants. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Les Camerounais sont très audacieux en la matière, avec beaucoup de réformes pour permettre au secteur de bondir. Les Nigériens aussi sont très en avance sur nous, en tout cas en matière de quantité produite. Évidemment, le pays il est assez vaste et grand, la population aussi. À ces acteurs qui connaissent la chose, qu'est-ce que vous voulez leur vendre à Cotonou? Si vous avez suivi la définition que j'ai donnée d'un salon, vous allez comprendre qu'on n'y va pas pour vendre d'abord. Okay. On y va pour découvrir les nouveautés, pour apprendre chez les autres les bons moyens de produire autrement, de produire de la qualité, de produire professionnellement et de produire de la quantité. C'est important. C'est pourquoi d'autres nations, d'autres acteurs, d'autres nations vont venir. Et je vous ai dit qu'il y a du B2B. Ça veut dire quoi? On y va parce qu'on est porteur de projets. J'ai des projets et je réfléchissais à comment mettre en œuvre pour véritablement faire de bonnes affaires. C'est l'occasion, quand je sais qu'il y a un Européen, quand je sais qu'il y a un Chinois, quand je sais qu'il y a un Camerounais, un Ivoirien qui sait faire déjà mieux que moi ce job, ben je vais là, non seulement pour avoir de l'information et donc renforcer mes capacités techniques et organisationnelles, mais aussi pour me donner des opportunités de négocier les meilleurs matériels, les meilleurs équipements pour produire comme eux. Donc, on y va, pas pour amener seulement, mais aussi et surtout pour le niveau auquel notre agriculture est, pour aller en acquérir, pour aller se faire renforcer les capacités, pour aller décrocher des opportunités, pour aller découvrir davantage et mettre en œuvre des projets très achalandés, des projets qui vont apporter un plus à notre économie nationale. Et c'est cela que nous voulons faire du 25 au 27 juin 2026, dans pratiquement un mois. Rendez-vous au Palais des Congrès. Vous attendez combien de personnes à peu près pour venir vous voir? Nous attendons, pour ce qui concerne les visiteurs, nous attendons entre 3 000 et 5 000 visiteurs. Parce que là où on dit que ce n'est plus les acteurs nationaux seuls qui travaillent et qu'il y en a d'étrangers qui viennent avec tout ce qu'on sait et que surtout le gouvernement collabore, prend une part, je vais vous dire, tous les comités d'organisation, le comité de pilotage, le commissariat général qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec ses structures techniques décentralisées, déconcentrées, sont impliqués dans toutes ces commissions-là. Même les sous-commissions, même l'université, à travers l'EPAC, l'école polytechnique, d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences agronomiques. En tout cas, on a trouvé bon de fédérer tous les acteurs étatiques et non étatiques
toutes les énergies pour que non seulement ce salon soit une réussite, mais que ça apporte vraiment gros en termes d'impact pour la suite en matière de développement de la filière avicole de notre cher Bénin. Bonjour Camille Azomao, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous m'accorderez une petite minute de plus. D'abord pour remercier, j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement pour les accompagnements et pour la part qu'il est en train de prendre dans l'organisation de cet événement et qu'il prendra davantage, on le sent, ça vient. Remercier tous les acteurs, ce n'est pas gagné d'avance, qui sont en train de courir, de faire tout pour faire de cet événement un succès éclatant qui va au-delà des attentes. Remercier aussi, pourquoi pas, les acteurs étrangers, dont les sponsors et les exposants. Vous imaginez, quitter l'Europe, quitter la Chine, quitter même Côte d'Ivoire, tout près, même le Togo, pour venir exposer dans un autre pays. Attention, vous achetez le stand, c'est beaucoup d'argent. Ça nécessite de la logistique. Vous sortez beaucoup de sous. C'est un gros soutien à l'interprofession de l'agriculture du Bénin. Et en attendant les voies les plus autorisées, que sont celles du commissaire général et du président de l'interprofession de l'agriculture du Bénin, je dis merci à tout ce beau monde-là. Bravo Camille Azomao, merci aussi à vous aussi. Encore merci à toute l'équipe de Canal 3. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on se fasse une idée de ce qu'a pu être l'actualité ces derniers jours au Bénin. Idriss Boukari est passé à la rédaction de Canal 3 Bénin voir ce que les reporters ont ramené tout ce temps-là. Il a fait un petit résumé dont voici la teneur. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. 13 officiers supérieurs de la police républicaine ont été promus. Ils ont porté leur nouveau galon le vendredi 15 mai 2026. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la police républicaine. Parmi les récipiendaires, le porte-parole de l'institution policière. Un moment de reconnaissance de mérite qui a mobilisé parents et amis des heureux du jour. L'esprit de sacrifice et l'intérêt général, c'est à travers ces deux valeurs que l'inspecteur général de police, Brice Alawanou, directeur général de la police républicaine, a invité les fonctionnaires de police à se mettre résolument au travail. Le fonctionnaire de police n'a pas un intérêt personnel à défendre. Il a été recruté pour travailler à la préservation de l'intérêt général. Le gouvernement du Bénin, dans le cadre du programme d'appui à la transformation du système éducatif et à l'accélération de l'éducation des filles, a reçu 16 véhicules. Le programme Weziza Éduc est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation avec l'UNICEF comme agent partenaire. Il est planifié pour l'amélioration des interventions d'encadrement et de contrôle pédagogique dans les établissements scolaires à travers le renforcement des capacités opérationnelles des circonscriptions scolaires et des circonscriptions d'inspection pédagogique. Les clés des 16 véhicules ont été officiellement remises le mardi 12 mai 2026 dans l'enceinte de la cité ministérielle au ministère des enseignements maternels et primaires sur un total de 27 véhicules prévus par le programme. C'est des véhicules qui sont destinés au bon fonctionnement des circonscriptions scolaires, s'agissant du sous-secteur enseignement maternel et primaire, et des circonscriptions d'inspection pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire. À Ndali, les autorités communales, les partenaires techniques et les acteurs du système éducatif se sont mobilisés autour d'un objectif commun, celui de renforcer les compétences professionnelles des jeunes à travers les apprentissages en langue nationale.
La commune a accueilli le mercredi 13 mai 2026 le lancement officiel de la phase 3 du programme d'appui à la gestion et au développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale. Le programme est mis en œuvre dans les 27 communes des départements du Borgou, de l'Albouri, de l'Atakora et de la Donga. Il est présenté comme un levier essentiel de transformation sociale et de réponse concrète aux défis de l'insertion économique de la jeunesse. Entre engagement renouvelé, ambition affichée et prestations artistiques, les différents intervenants ont réaffirmé leur soutien d'œuvrer pour une meilleure autonomisation des jeunes au Bénin. L'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, avec le soutien de la Société béninoise de production d'électricité, organise une session de formation au profit de plusieurs jeunes techniciens. L'objectif est de renforcer les compétences des jeunes et répondre aux besoins croissants en énergie solaire. Une initiative qui mise sur la certification professionnelle pour accompagner le développement des solutions énergétiques durables au Bénin. Au total, 350 jeunes sont en préparation à la certification niveau 1 de la CEDEAO. Une certification consacrée à l'installation et à la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques domestiques hors réseau. La vision derrière ce projet est de permettre au Bénin de disposer d'un réseau de techniciens répartis sur l'ensemble du territoire national capables d'intervenir rapidement et efficacement. Après Natitengu dans le département de l'Atakora, c'est au tour de Kandi dans le Borgou d'accueillir l'atelier de renforcement des capacités organisé au profit de 40 responsables d'associations de jeunes de plusieurs communes du Bénin. L'objectif est de former une jeunesse capable de participer activement aux décisions publiques et au développement de leur communauté. Initiée par la Direction de la jeunesse, des sports et de la vie associative du ministère des Sports, cette session de formation met l'accent sur le leadership, l'engagement citoyen et la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. L'élaboration d'une politique publique doit s'appuyer sur la participation active des jeunes filles et jeunes garçons que vous êtes. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Chaque jour, travailleurs et employeurs œuvrent pour la construction de cette nation, parfois exposés à des risques dont ils sous-estiment eux-mêmes les conséquences. Pourtant, un geste simple peut tout faire basculer. Prévenir, c'est protéger. Protéger, c'est sauver des vies. Employeurs, travailleurs, la santé et la sécurité au travail, c'est notre responsabilité à tous. Journée africaine de la prévention des risques professionnels. 30 ans d'engagement de la CNSS pour sauver des vies. Sécurité au travail, un défi commun. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. On va passer maintenant à notre instant discussion. Les acteurs sont là. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. On va parler un peu de ce qui a pu se faire dans le domaine du foncier pendant ces 10 dernières années de gouvernance Patrice Talon. Avant son avènement au pouvoir, il y avait quand même une ambiance qui n'était pas très plaisante, notamment avec les casses et les ruines après
je dois dire, les constructions, notamment dans les villes comme Abomey-Calavi, Cotonou et un peu partout dans le Bénin, tout cela s'est calmé avec le temps. Je ne sais pas si c'est les réformes qui ont pu aider à cela. Le riche, vous avez compris comment est-ce qu'on est passé de ce pic-là à cette accalmie-là? Ouais, on se souvient encore de ces pleurs de ces femmes et ces hommes qui, avec leurs affaires dans les rues, demandent au chef de l'État, pleurent la clémence du chef de l'État, lui demandent de venir au secours. Ce sont des images qui restent encore dans la mémoire parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous humains. Et qu'on voit des enfants, toute une famille, dehors avec tout ce qu'on a pris des années pour construire, cassé, c'est assez difficile. Et ces images, nous en avons vu plusieurs fois. Et on a même vu des huissiers qui étaient carrément les maîtres du jeu. Oui, sincèrement, c'était difficile à accepter. C'est vrai qu'ils sont dans leur rôle, nous l'admettons. Absolument. Mais parfois, il faut quand même être humain. C'est difficile de vivre. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, c'est vrai. La loi est dure, mais c'est la loi. Dans le même temps, il fallait quand même trouver une solution. Et cette solution, j'ai l'impression, ou je suis convaincu, que nous sommes en train de la trouver doucement. Vous voyez, autrefois, il y a certains qui achetaient des parcelles, mais en réalité, ils n'achetaient pas des parcelles, achetaient juste des numéros. Ça, beaucoup de personnes ne savaient pas. Vous imaginez, vous allez vous rencontrer un démarcheur, ou du moins un supposé vendeur de parcelles, il vous fait toutes les formalités, vous avez votre numéro, on vous remet des papiers, mais tout est fictif. Malheureusement, c'est arrivé plusieurs fois, et beaucoup de personnes se sont retrouvées sans parcelles, après avoir injecté des millions ou des centaines de mille. C'est difficile parce que, vous voyez, c'est parti parfois avec des géomètres qui ont fait des voies et qui subitement se sont retrouvés avec des numéros fictifs et ils vous vendent ces numéros et vous exhibez ces numéros en estimant que vous avez officiellement une parcelle. Mais quand vient le moment où il faut véritablement prouver et acquérir sa parcelle, vous vous rendez compte qu'on vous a vendu simplement du vent. Et vive les larmes, vive les pleurs, vive la désolation, parce que c'est de l'argent cotisé sur des années. De plus en plus, on a constaté que vous ne pouvez plus acheter des parcelles aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, avant que vous n'achetiez une parcelle, vous avez la possibilité de vérifier si cette parcelle est sécurisée. Ça, c'est une grande avancée que nous avons enregistrée depuis un certain temps, parce qu'il a été demandé aux propriétaires terriens d'aller faire réenregistrer ou de mettre à jour leurs données. Ceux qui ne l'avaient pas encore fait, il leur a été demandé de faire enregistrer officiellement leur parcelle et de tout faire pour avoir aujourd'hui le certificat d'accès au cadastre. Vous imaginez que quand on vient à cette étape-là, ça permet de savoir qui détient quoi. Parce que je veux vendre ma parcelle aujourd'hui. Si éventuellement, je n'ai pas ce certificat, je ne peux pas vendre ma parcelle. Ça, c'est une avancée. Là, au moins, l'État sait que X a vendu sa parcelle à Y. Est-ce que ça ne complique pas un peu la transaction? Parce que je suis vieux, j'ai un certain âge donné, j'ai mon bien qui est là, j'ai besoin de financer les études de mon petit-fils. Dois-je encore faire toutes ces démarches-là, etc. Est-ce que ce n'est pas compliqué? Non, absolument pas, absolument pas. Vous imaginez, c'est vrai que celui qui a l'information a le pouvoir, on dit-on. Il faut avoir l'information pour pouvoir le savoir. Vous êtes dans une commune, vous êtes dans une localité, déjà, il faut simplement faire le pas vers la mairie. Et aujourd'hui, la démarche est tellement simplifiée que avec vos pièces d'identité, et les pièces de la parcelle que vous avez, vous pouvez facilement faire votre enregistrement. Et cet enregistrement ne vous coûte absolument rien. Vous imaginez, ça veut dire qu'on vous permet simplement, on vous donne la latitude de payer, d'enregistrer votre aide et de la sécuriser. Pourquoi est-ce qu'il faut sécuriser? Quand vient des moments, vous imaginez, vous avez parlé par exemple du financement des études. Il y a beaucoup de propriétaires terriens qui souvent veulent par exemple faire des prêts pour investir dans les études de leurs enfants ou même dans leur projet personnel. Pour faire des prêts aujourd'hui, si vous n'amenez pas une parcelle avec une parcelle sécurisée, s'il vous plaît, vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce prêt-là. Alors que la formalité, elle est là, elle est simple, elle n'est même pas contraignante. Aujourd'hui, vous allez voir que de plus en plus, il y a beaucoup de communication autour et beaucoup de villes sont en train de suivre les pas. Si vous voulez, on peut même prendre des cas de villes qui aujourd'hui ont déjà réussi ce pari-là. Allez à Porto Novo, par exemple, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a déjà au moins plus de 53 000
propriétaires terriens qui ont déjà reçu leurs attestations, leurs certificats. C'est pour vous faire comprendre que la procédure, elle est là, elle est simple, il suffit simplement que chacun ait la volonté de le faire et chacun doit avoir cette volonté parce que miser... c'est une question de parcelle, on doit avoir la volonté forcément. On doit avoir la volonté. Absolument. Elle est là. Oui, Eric. Non, mais ce passé auquel vous faites allusion fait sans doute partie de ce que nous pouvons mettre sur notre passé honteux, ou en matière de parcelles dans nos communautés, c'était un véritable problème. Ulrich a relevé les scènes des familles avec leurs affaires au dehors, en plein jour. Et on pensait que le phénomène pouvait s'arrêter là, quand on s'est rendu compte que quand l'État manifeste la volonté de réaliser des infrastructures, des stades, des centres de santé dans nos communautés, on manque même de domaines. Voyez-vous, j'ai le cas d'Abomey-Calavi où la commune a raté la construction d'un stade parce que justement on n'a pas pu mobiliser. Il y a des familles qui se sont dit propriétaires. Et puissant que l'État. Très très puissant que l'État. Donc je pense qu'à un moment donné, l'État a pris ses responsabilités. Il le fallait parce que au-delà de ce que de simples personnes, de simples citoyens vivaient comme martyrs, il y a aussi que l'État ne pouvait pas dérouler un certain nombre de projets dans nos villes. Et cela passe déjà par le fait que l'État a décidé de confier la gestion foncière à une agence. Là, on sait qu'il y a une responsabilité unique, n'est-ce pas, qui est dédiée à cette structure de s'occuper sur l'ensemble du territoire national, de sécuriser les domaines et d'inviter à partir de ce moment les propriétaires terriens à faire des démarches. Et on a vu aussi qu'aujourd'hui, parce qu'il est question de Malanville, de Nantitingou, d'un peu partout, et que l'agence est à Cotonou, il fallait aussi dématérialiser. Donc on a digitalisé ces services avec cette plateforme, le e-foncier, qui permet donc à tout le monde d'avoir accès à cette plateforme, de se renseigner et justement d'avoir des documents qui leur permettent d'être sûrs véritablement qu'ils sont propriétaires. Parce que par le passé, vous pouvez bien débourser de l'argent auprès d'un propriétaire qui véritablement n'est pas le vrai propriétaire. Après, on se rend compte que derrière cette personne se cache encore un autre propriétaire, ainsi de suite. On se retrouve à faire le tour des commissariats, le tour des tribunaux pour qu'une décision de justice soit rendue en faveur d'une personne ou d'une autre. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, il faut l'avouer, nous avons beaucoup évolué, mais cependant, nous continuons pas à enregistrer dans nos communautés un certain nombre de déconvenus, en tout cas, des propriétaires terriens qui n'arrivent pas encore à sécuriser leur domaine avant justement de lancer les mises en vente. Et je pense que avec, je dirais, cette crédibilité retrouvée aussi dans la gestion au niveau État, vous avez des partenaires techniques et financiers qui, justement, ont mis aussi la main à la pâte en aidant financièrement, justement, l'État à accomplir véritablement je dirais, ce devoir auprès de nos concitoyens. Et ça passe justement par ces projets qui sont aujourd'hui implémentés sur le terrain, le PPMEC, et qui permet justement, je dirais, à nos communautés de rentrer en possession de cet nombre de documents qui leur permet vraiment d'être sûrs, d'être propriétaires justement terriens. Et là-dessus, vous avez aussi des femmes qui, parce qu'on sait ce que la terre représente pour les femmes, pour le petit commerce. Vous savez que l'une des garanties que les structures financières demandent assez souvent, c'est vraiment la garantie d'une parcelle sécurisée. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez avoir accès à des prêts. Donc, je pense que nous avons évolué et que le niveau que nous avons atteint aujourd'hui nous permet de nous rendre compte que ces 20 dernières années, on n'a pas pris au sérieux la question foncière. Aujourd'hui, vous savez, ce cadastre national qu'on est en train de formaliser sur l'ensemble du territoire national est un gain pour tout un chacun de nous, un gain pour nos communautés, un gain pour l'État. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup on parle d'un certain nombre de pièces qu'on obtient en travaillant justement à sécuriser sa parcelle, mais est-ce que les démarches, parce que c'est surtout ça aussi le problème, les démarches, est-ce qu'elles ne sont pas compliquées, est-ce qu'elles ne sont pas longues, mais le coût aussi, mettons, avoir un TF, parfois on dit que c'est pour ceux qui sont riches, et pour l'avoir il faut avoir quoi, 2, 3, 4 fois, 5 fois, ma foi, le coût même, je dois dire, de la parcelle elle-même.
Oui, vous avez bien fait de mettre le doigt sur un problème sensible. Tout le monde parle du titre foncier, on se dit, oh non, pour avoir un titre foncier, c'est la croix et la bannière, c'est carrément difficile, c'est compliqué, c'est le chemin de la croix. C'est l'avantage du processus qui est en cours aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, avec ou sans titre foncier, vous avez la possibilité de sécuriser votre terre. Donc ça, c'est déjà l'avantage du processus qui est enclenché aujourd'hui, du cadastre qui est enclenché aujourd'hui. Vous imaginez ce qui est demandé à travers la plateforme. Vous imaginez, ce n'est pas difficile parce qu'il y a une plateforme qui est mise en place qui permet aux propriétaires terriens de connaître ce qu'il faut mettre en place, les pièces à fournir pour pouvoir enregistrer sa terre. À défaut justement d'aller vers cette plateforme, il y a les municipalités qui sont mises à contribution, qui renseignent, qui accompagnent. Et il y a aussi des démembrements, je veux dire des délégués de l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui sont également actuellement répartis sur l'ensemble du territoire pour accompagner justement ces personnes-là. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais avec une dame qui m'a expliqué qu'elle était là, elle était inquiète, elle se demandait, elle est à Cotonou ici, elle s'inquiétait pour sa parcelle qui est à Parakou. Et vous imaginez, on lui a dit, non mais il ne faut pas t'inquiéter, il y a un numéro. Celui qui est chargé de faire le travail là-bas à Parakou, voici son numéro. Devant moi, elle a appelé le numéro et la personne lui a demandé si elle peut faire des copies, scanner les pièces de sa parcelle et autres, tout ça. Elle a fait tout devant moi. Et maintenant, la personne lui a demandé, est-ce que vous avez des témoins? Elle a envoyé son jeune frère qui est allé sur le terrain et justement la personne a pris langue avec le délégué de l'Indien. Imaginez, vous voyez, est-ce que cette dame a eu besoin de quitter Cotonou pour aller à Parakou, faire des jours, regarder le transport, l'énergie, le coût, tout ce que ça peut représenter? C'est pour vous faire comprendre qu'il faut simplement la volonté. Première chose. Quand tout le monde parle de titre foncier, on n'a pas nécessairement besoin aujourd'hui d'aller d'abord vers le titre foncier. Le titre foncier peut venir après. Mais déjà, il faut avoir le numéro unique parcellaire. C'est comme ce que nous avons sur nos cartes d'identité, le numéro personnel d'identification. D'accord? Ça permet de savoir que Eric, c'est telle personne et toutes les pièces administratives reliant Eric à l'administration doivent requérir ce numéro. De la même manière, aujourd'hui, chaque parcelle a un numéro. On doit savoir avec précision que ce numéro de parcelle, c'est telle personne qui l'a eu. Et a priori, si on dit la parcelle est située à tel endroit, ainsi de suite. Et ça, les avantages qu'il y a autour, il faut qu'on comprenne parce que avec ou sans titre foncier, quand vous sécurisez votre terre et que vous avez votre numéro unique parcellaire, vous pouvez non seulement louer la parcelle, et ça c'est l'une des inquiétudes que beaucoup de Béninois avaient parce qu'il est arrivé d'un moment où vous laissez des gens sur votre parcelle, par exemple, qui veulent cultiver, faire du jardin ou faire quelque chose sur votre parcelle. À un moment donné, ce sont ces mêmes personnes qui s'érigent en propriétaires terriens et qui parfois vous arrachent cette terre-là. Et du coup, les gens commencent par avoir peur. Même quand les jeunes, par exemple, veulent initier des projets agricoles et vont vers certains propriétaires terriens qui ont des domaines, ils disent, mais non, je ne peux pas vous permettre ça. Parce qu'après, il arrive des moments où, avec des procédures, vous nous arrachez nos terres. Mais aujourd'hui, avec votre numéro unique parcellaire, la parcelle étant sécurisée, vous louez, vous pouvez à tout moment prouver que c'est votre terre et par conséquent, personne ne peut vous l'arracher. Autre avantage, c'est que si vous voulez vendre, c'est vrai que très souvent on dit non, il faut nécessairement le titre foncier d'abord avant d'aller vendre. Si je veux vendre ma parcelle et que je fais les démarches pour sécuriser la terre, a priori, je peux la vendre en toute sécurité. Et l'acheteur aussi a la possibilité d'aller sur la plateforme et vérifier la parcelle qu'il veut acheter. Vous voyez un peu, là maintenant, nous sommes entrés dans une transaction sécurisée. Parce que tant que ce n'est pas sécurisé, je peux acheter du vent. On peut me faire vendre n'importe quoi. On ne peut plus vendre la même parcelle à 10 personnes à la fois. Justement, c'est ce que j'allais évoquer. Il faut avoir vivre ce genre de situation où vous achetez une parcelle qui est vendue à 1000 personnes pour faire la comparaison de ce que vous dépensez dans ce qui est proposé aujourd'hui dans les réformes. Ça n'est pas la même chose. D'abord, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes vraiment propriétaire d'une parcelle. Dès lors que la parcelle que vous revendiquez, 2-3 personnes aussi peuvent vraiment revendiquer le même domaine, propriété, voyez-vous. Et pourtant, vous avez déboursé. Pourtant, vous êtes passé chez le chef d'arrondissement, chez le maire. Vous avez fait toutes les procédures qui vous ont convaincu de ce que, eh bien, ce domaine est à vous.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que nous savons que c'est une mafia bien structurée, bien organisée, voyez-vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir vécu tout ça pour se rendre à l'évidence que les procédures sont simplifiées et permettent à tous les acteurs d'avoir les mêmes informations. Et j'ai pu retrouver sur Internet quelques informations, oui. et ça, Ulrich a commencé par l'évoquer. Quand vous allez sur la plateforme qui vous permet justement, qui permet, je dirais, à l'État de gérer le cadastre national, ça vous permet d'avoir des avantages. D'abord, un certificat d'enregistrement au cadastre, le CEC, qui, sans même un titre foncier, vous permet de vendre un domaine. C'est-à-dire que avec ce certificat, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le business, dans l'immobilier et que vous êtes dans la vente de domaines et que vous sécurisez à partir de cette plateforme vos parcelles, avec ce certificat, vous pouvez procéder à des ventes en toute sécurité. Vous pouvez justement obtenir ou prouver légalement justement que vous êtes le détenteur justement de ce domaine-là. Donc je pense que, puisque entre griffes, titre foncier, on en a tellement parlé que pendant longtemps, les gens ont la phobie de ce document. C'était devenu une hantise. Hein. Tellement une hantise. Et il y avait de la surenchère. Encore qu'aujourd'hui, avec la NDF, la démarche est très simplifiée. Vous avez la possibilité d'avoir accès à votre titre foncier sans faire le tour d'agent, de structure en structure. Donc, avec ce certificat, vous pouvez prouver vraiment légalement les droits détenus sur cette parcelle-là. Vous pouvez aussi obtenir du crédit auprès des institutions financières à partir véritablement de ce certificat. Et j'avais évoqué aujourd'hui sur le terrain des acteurs qui font un travail assez remarquable à travers un projet, le projet de modernisation de l'administration foncière et le projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, qui, ces deux projets, participent justement à la mise en place du cadastre national pour contribuer à sécuriser justement la question foncière au Bénin. Et c'est vrai que nous avons, je dirais, quelques villes qui sont concernés. Moi, mon souhait, c'est que ces projets soient davantage intensifiés Cotonou, et que Porto-Novo, Parakou, voilà. et que justement toutes les communes soient impliquées dans ce processus-là, de sorte à permettre à toutes nos populations d'avoir accès, je dirais, aux bénéfices de ces projets. Il y a des chiffres assez élogieux, rien qu'à Porto-Novo, Ulrich l'a rappelé tout à l'heure, où des femmes, des hommes ont pu avoir accès à leur certificat et sécuriser leur domaine. C'est vrai qu'on a de plus en plus, en tout cas, je dois dire, cette assurance-là qu'on peut aller acheter sa parcelle sans forcément être demain jeté à la rue comme un malpropre ou un cancrelat à la limite. Ce qui est d'ailleurs intéressant. Mais il faut aussi que nous puissions arriver à sécuriser nos terres pour nos enfants et pour nos petits-enfants. La question de grandes, je dois dire, structures internationales viennent acquérir nos terres et autres. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment faire quelque chose de ce côté-là pour éviter qu'on apprenne qu'une structure internationale a acheté 1000 hectares, 2000 hectares pour faire quoi? C'est pas trop comme ça et délocaliser sa production? Ouais. Ça inquiète beaucoup de personnes. Vous savez, il y a pas très longtemps, il y a une loi qui a été votée entre-temps, et quand vous avez un certain niveau de domaine, vous devez pouvoir justifier auprès de la BF. Donc ça a un peu agité l'opinion publique dans le temps. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas acheter autant de parcelles que je veux, tout ça. Donc je pense que effectivement, c'est légitime votre question. On se pose la question de savoir si on peut vraiment trouver un lopin de terre aujourd'hui pour la progéniture. Je pense que le travail reste encore à faire. Il y a un gros travail qui est fait déjà. L'essentiel ici, c'est déjà de sécuriser ce qui est acquis. Ça, c'est le plus important. Et il y a un aspect, lorsque Eric a développé tout à l'heure ce qui est fait, il y a un aspect sur lequel je voulais attirer l'attention. Vous imaginez qu'il arrive un moment où on a tout un domaine, d'accord, qu'il faut sécuriser. Mais quand vous finissez de sécuriser, il arrive un moment où on a envie de morceler. Par exemple, à travers des legs ou à travers des dons, ainsi de suite. Vous voyez, l'héritage, tout ce qu'on veut. Donc, quand vous le faites, vous avez la possibilité de notifier, de faire la mise à jour à travers le cadastre. Vous imaginez, c'est un atout. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont même pas désignés, je prends le cas d'héritage bien évidemment, qui ne sont pas désignés comme liquidateurs des biens du défunt, mais qui du jour au lendemain
par quelle alchimie, se sont retrouvés avec les documents de la parcelle, vont vendre la parcelle sans que leurs frères, cousins et autres ne sachent. Et après, un kidam se présente et dit « Je suis l'acquéreur de cette parcelle ». Ils ont dit « Mais non, nous, on n'a jamais vendu. Notre père ne nous a pas autorisé à vendre, ainsi de suite. » Et vivre les contentieux judiciaires. Et vous savez que quand ça commence, ce n'est jamais en une semaine, en 2 semaines. C'est des mois, des années. Et à la fin, on se rend compte qu'on est dépouillé. Donc, vous imaginez que déjà, ici, ça permet de sécuriser ce qu'il y a. Permet aussi également d'enregistrer toutes les modifications. Aujourd'hui, par exemple, quand vous parliez de la sécurisation de l'héritage des enfants, c'est que si aujourd'hui, moi, Ulrich Gaba, je veux léguer des biens à mes enfants, c'est que je peux en même temps, en le faisant, notifier tout dans le cadastre, de telle sorte que mon enfant X ne peut pas s'arroger le bien de mon enfant Y. Donc, vous voyez, c'est tellement sécurisé qu'il faut rentrer dans les détails pour comprendre. Monsieur Messan, j'avoue que beaucoup de personnes m'ont écrit. Apparemment, c'est un dossier qui intéresse... Ah ben oui, la terre, le Béninois est jaloux de sa terre. Beaucoup m'écrivent, Monsieur Messan, bonjour, Monsieur Tanguy, bonne émission. Moi, j'ai des difficultés à rentrer en possession de la parcelle de mon père qui est à Papa. Bon, je crois que les structures existent et qui vont pouvoir l'aider en ce sens. Oui, il y a des informations, en tout cas des numéros qui sont accessibles. Je pense que ce téléspectateur peut essayer de prendre contact avec ces structures pour plus d'orientation. Je parlais justement de ces grosses firmes qui viennent délocaliser leur production chez nous et qui nous arrachent nos terres très facilement. Je ne dirais pas les choses comme ça parce qu'aujourd'hui, l'État a fixé quand même des limites. Quoi qu'en soit votre puissance financière et votre volonté de disposer des terres, il y a des limites que l'État a fixées et qui vous permettent de rester dans les normes. Je pense qu'à cela, les règles sont fixées. Après, c'est le suivi qu'il faut faire. Est-ce que ces structures, ces grosses firmes aussi n'arrivent pas à avoir dans leur poche un certain nombre d'acteurs qui leur permet aussi de faire l'acquisition de domaines qui vont au-delà de ce que l'État a fixé comme limite. Et ce que l'ANDF fait permet aussi d'avoir ces informations parce que quoi qu'en soit ce que vous déboursez pour acheter, je dirais, des domaines, il vous faut forcément passer par une procédure de formalisation pour sécuriser. Alors si à ce niveau, l'ANDF se rend que vous dépassez la limite qui a été définie, je pense que vous serez interrogé. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que l'État ne se contente pas seulement de sécuriser tous ces projets que nous avons évoqués tout à l'heure. Nous savons aujourd'hui que la question foncière amène aussi des acteurs à se retrouver devant le tribunal, devant le juge. L'État a pensé aussi mettre en place un tribunal qui s'occupe spécifiquement que de ces questions-là. Des affaires foncières. Absolument, par le passé, soit vous êtes ici, soit vous êtes là-bas, vous êtes dans tel commissariat, dans tel commissariat. Donc aujourd'hui aussi, il y a un juge qui s'occupe spécifiquement de ces questions, qui a tout le temps, s'est organisé, s'est structuré avec son équipe et qui justement peut rendre des décisions dans un délai court pour permettre justement à des familles de pouvoir savoir. Sinon, des procès qui durent 10 ans. 10 ans, sans que la décision ne soit tombée. Et le domaine est là. Comme vous mettez de l'argent dedans, vous mettez votre énergie dedans, vous mettez votre temps dedans. Oui, et imaginez que vous perdez tout. Oui, vous commencez une procédure à 40 ans et votre procédure fait 15 ans. Non, mais vous mourrez, la procédure et vos enfants continuent la procédure et en fin de compte, ils perdent. Non, ça va de génération en génération. Oui. Vous avez vu sans doute en Conseil des ministres, l'État a décidé les litiges de Mano, toujours créé la désolation dans les familles. Voilà, notre cas très célèbre. Ça a duré des années. Je suis sûr que l'année où ça a commencé, les premiers acteurs ne sont plus vivants aujourd'hui pour témoigner de quoi que ce soit. Donc, ça va de génération en génération. Le père qui confie le dossier à son fils ou à sa fille et il prend le relais, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de M. Messan, j'ai rapidement vu des numéros qu'il peut appeler très rapidement là. Et après, la NDF viendra nous payer la facture, la note ici. 01 43 43 03 91. Donc, si M. Messan veut avoir des précisions, il peut appeler le 01 43 43 03 91 ou le 01 62 01 62 62 94 42 ou aller sur la plateforme www.projet, comme projet, PROJET,
ppemec.com. Je pense que si là, vous aurez toutes les précisions. C'est vrai que là, actuellement, ça nous permet d'aider les millions de Béninois qui ont ce problème-là. Si vous avez ce problème, je pense que c'est la meilleure solution. Essayez de prendre contact avec justement ce projet, cette plateforme, ou appelez le numéro que je viens de donner tout à l'heure. Ça vous permettra de résoudre votre problème. Merci beaucoup pour les contributions. Il est 9h à Cotonou. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le challenge note ce matin que l'heure est à la concentration au sommet de l'État à quelques jours de l'entrée en fonction du nouveau président de la République. Cette semaine s'annonce déterminante pour boucler les derniers réglages protocolaires et politiques. Depuis quelques jours, les réunions s'enchaînent à la présidence et dans les ministères pour harmoniser chaque détail de la cérémonie prévue. Ce week-end, l'attention est surtout tournée vers la formation du prochain gouvernement. Les consultations se sont intensifiées avec les partis politiques, les acteurs économiques et les forces sociales. Si plusieurs profils circulent, l'entourage du président élu reste discret sur l'arbitrage final. Le chef de l'État veut une équipe resserrée, compétente et immédiatement opérationnelle. De son côté, Gasquiani indique que dans le débat politique béninois, la transition entre Patrice Talon et Romuald Ouaddaï ne se limite pas à une alternance constitutionnelle. Elle ouvre une réflexion stratégique sur la composition de la future équipe dirigeante. En quittant ses fonctions, le chef de l'État sortant a formulé une recommandation qui dépasse le simple vœu de circonstance. Il a déclaré que son souhait est que la nouvelle équipe, certainement beaucoup plus jeune, soit dotée de l'énergie nécessaire. À quelques jours de son investiture officielle, pointe le confrère de la matinée, le président élu Romuald Ouaddaï s'active autour d'un chantier hautement stratégique. La formation de son tout premier gouvernement dans les coulisses du pouvoir, comme au sein des états-majors politiques, les tractations s'intensifient autour de la composition du futur exécutif, tandis que montent les pressions liées aux alliances électorales, aux ralliements de dernière minute et aux ambitions individuelles. Pour la presse du jour, selon certaines rumeurs, José Didier Tonato, Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Adidja Toumatis, pour ne citer que ceux-là, pourraient ne pas être de la prochaine aventure gouvernementale. Les propos tenus par le président Patrice Talon en marge du dernier Conseil des ministres qu'il a dirigé le mercredi 13 mai 2026 semblent confirmer d'ailleurs ces rumeurs. Dans son éditorial du jour, Fraternité fait un clin d'œil à l'inusable porte-parole de la rupture pour écrire que l'homme n'a jamais eu aucune prétention particulière. Son discours est à son image, élégant dans la sobriété, efficace dans la simplicité, conciliant dans la droiture. Wilfried Léandre Ngoumbédji, le porte-parole du gouvernement du Bénin, n'est pas connu pour transiger avec la vérité, travestir des faits ou tricher avec sa conscience. Il a incarné depuis sa nomination en 2021 la rigueur et l'intégrité. Lorsqu'il apparaît dans une assemblée, on imagine mal être en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement. L'ancien journaliste n'a jamais perdu de son humilité et a gardé son approche simplifiée des rencontres, une posture qui a simplement contribué à crédibiliser sa parole et faciliter une mission dont il n'a jamais semblé vouloir tirer la moindre gloriole personnalisée. Pour le coup, le contexte particulier dans lequel Wilfried Léandre Ngoumbédji a exercé une fonction hautement corruptible et éminemment corrosive, sans y laisser toutes ses plumes et sans se briser tous les os, mérite qu'on s'y intéresse. La nation rappelle que Gamvier demeure au cœur des priorités des autorités béninoises. Réuni en Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a autorisé la réalisation d'une mission complète dans le cadre du projet de réaménagement de l'embarcadère de la cité lacustre. À travers cette décision, l'exécutif entend améliorer durablement
les conditions d'accès à ce site emblématique du patrimoine national et renforcer l'organisation des flux de voyageurs et de touristes qui transitent quotidiennement par cette porte d'entrée de la célèbre ville sur l'eau. Pendant ce temps, informe le Challenge, l'extension du marché moderne de PK3 bientôt ouverte. Ce nouveau site accueillera 1060 marchands répartis dans 7 secteurs d'activité, portant ainsi à 3753 le nombre total d'espaces marchands disponibles sur les 2 sites. Dans le cadre de son ouverture prochaine, les équipes de l'Agence nationale de gestion des marchés ont organisé samedi dernier sur le site un tirage au sort des emplacements destinés aux futurs occupants. Cette séance a permis aux bénéficiaires de découvrir les numéros de leurs futurs emplacements avant leur installation. Recel massif de téléphones à Porto Novo, inceste à Waké, violence à Dobo. Les signaux d'une fracture sociale persistante, titre Fraternité. Le journal pointe que l'affaire du réseau présumé de recel de téléphones démantelé à Porto Novo illustre d'abord l'existence d'une économie parallèle alimentée par le vol, la fraude et le marché noir, avec la forte demande en téléphone portable et la recherche d'appareils à moindre coût. Certains circuits clandestins prospèrent discrètement dans les grandes villes. Ce type de trafic ne repose pas uniquement sur des voleurs isolés, mais sur une chaîne organisée impliquant parfois revendeurs, réparateurs et intermédiaires. Pour plusieurs observateurs, la recrudescence de ces activités révèle aussi les difficultés économiques auxquelles font face de nombreux jeunes poussés vers des pratiques illégales pour survivre. En Afrique, la presse du jour voit l'athlète béninoise Odile Akwanou qui n'a plus son égal, en tout cas pour le moment irrésistible. Elle vient encore d'illuminer de son talent les 24e championnats africains d'athlétisme tenus du 12 au 17 mai 2026 à Accra au Ghana. Pour la 4e fois consécutive, Odile Akwanou monte sur la plus haute marche du podium continental en heptathlon. Au bout de 7 épreuves combinées, elle finit par totaliser une bagatelle de 5309 points. Elle confirme, fait observer le confrère de la matinée, son statut de légende vivante et porte presque à elle seule le rayonnement international du pays. Pour la nation, Odile Akwanou est la reine impériale de l'heptathlon sur le continent. Et puis relate Fraternité quelques jours après leur qualification historique pour la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA Pologne 2026. Les Amazones du Bénin connaissent désormais leurs adversaires pour le premier tour de la compétition. Le tirage au sort officiel s'est déroulé le vendredi 15 mai 2026 en présence des 24 nations qualifiées issues des différents continents. Pour cette première participation à un mondial de la catégorie, le Bénin a hérité du groupe A, celui du pays organisateur. Les Amazones seront opposées à la Pologne, à l'Argentine et au Mexique. Une poule relevée attend donc les jeunes béninoises qui auront l'occasion de mesurer leur niveau face à des nations habituées aux compétitions internationales. Fin de la revue de presse. Rendez-vous demain matin.